Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là avec nous pour la troisième édition du festival HEC Life Project autour de cette table ronde virtuelle du coup et organisée en partenariat avec le Hub développement responsable d'HEC Alumni. Donc moi je m'appelle Charlotte Lambert, je suis une membre de HEC Transition, l'association alumni de HEC Paris qui participe à la promotion des sujets clés sur la transition écologique. Et notamment avec des projets tels que la refonte du cursus du programme scolaire de HEC. Dans le cadre de ce festival, on est aujourd'hui du coup réunis autour de cette table ronde pour discuter des différents métiers de la transition. L'objectif était de rassembler différents acteurs, types d'entreprises, pour mieux comprendre comment on peut faire évoluer sa carrière aujourd'hui vers de l'impact. Et ainsi de comprendre quels sont les rôles, les industries dans lesquelles aujourd'hui nos participants et nos speakers travaillent. Et donc, dans ce contexte-là, on a la chance d'avoir trois acteurs, je devrais peut-être dire trois actrices, parce qu'on a un panel complètement féminin aujourd'hui, qui travaillent dans trois typologies des types de structures, que ce soit cabinet de conseil, dans le secteur de l'ESS, dans une scale-up, dans le privé. Et donc, aujourd'hui, nous avons avec nous Sylvain Calais-Bossy, Louise Rochechard et Bettina Révron. Donc, bienvenue à toutes les trois. Et merci d'être là aujourd'hui pour cette table ronde. Et donc, avant peut-être de commencer, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, vous présenter et partager un peu le rôle et les entreprises dans lesquelles vous travaillez? Tu distribues la parole ou on se lance? Allez, Bettina, tu peux te lancer. Ouais, j'allais le... Donc, bonjour à tous. Merci encore Charlotte et l'ensemble du réseau HEC Alumni de cette invitation. Je suis ravie de voir tout le monde connecté à 19h30 et courageux. Donc, moi, je suis Bettina Reveron. Mon titre, un peu barbare, je trouve, c'est Social Impact Lead chez Doctolib. Alors peut-être pour commencer avec Doctolib, je pense qu'on ne présente plus tellement, je crois que tout le monde voit à peu près ce qu'on fait, mais peut-être préciser un petit peu qu'on a un peu trois champs d'activité. Le premier, c'est celui pour lequel on est le plus connu, qui est la plateforme de prise de rendez-vous, et donc de lien entre les patients et les professionnels de santé. Le deuxième, c'est en gros un logiciel d'aide administrative des médecins, qui s'appelle Doctolib Médecin. Et le troisième qu'on est en train de développer, qui moi me semble hyper intéressant, c'est en gros des outils de communication entre professionnels de santé pour partager, enfin pour développer la pratique de diagnostic et d'accompagnement commun entre plusieurs spécialités, là où aujourd'hui ça se fait beaucoup en silo. Donc voilà, juste pour vous donner un panel plus large de ce qu'on fait. Sur mon rôle à moi, donc le fameux Social Impact Lead, grosso modo, l'idée, c'est que sur la base d'une feuille de route très largement inspirée de B Corp, j'imagine que tout le monde est familier avec ce label de responsabilité sociale et environnementale. Mon but chez Doctolib, c'est d'impulser une transformation, disons, sur chacun des sentiers de B Corp, donc la gouvernance, la diversité, la collectivité, l'environnement évidemment et d'autres, et de monter des équipes au sein de l'entreprise pour faire avancer ces sujets. Et quand je dis transformation, c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où Doctolib est une entreprise qu'on appelle Impact Native, donc qui a une raison d'être et une utilité publique déjà très forte. Donc mon objectif, c'est plutôt de renforcer l'existant et puis d'identifier un petit peu les points, les angles morts, disons des choses qui ne sont pas forcément prises en compte sur la question de la responsabilité sociale et environnementale. Voilà, en gros. Et avant ça, peut-être, j'ai fait 10 ans de conseil sur ces sujets-là. J'ai travaillé avec plusieurs entreprises de l'extérieur. Super, merci beaucoup. Et peut-être en deuxième temps, Sylvie, du coup, tu es responsable du pôle raison d'être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà. Bonjour, ravi d'être là. Et bonjour à toutes et à tous. Bien effectivement, moi j'ai rejoint il y a presque 3 ans maintenant un cabinet qui s'appelle Des enjeux et des hommes, même s'il y a beaucoup de femmes, hein, pour remettre ça sur la table, et qui est un cabinet qui s'est créé il y a une vingtaine d'années et qui est ce qu'on appelle un pure player RSE. C'est-à-dire que vraiment, on est spécialisé dans toutes les dimensions de la transformation de l'entreprise et de la prise en compte de la responsabilité des entreprises dans leur mode de gestion. En fait, on a plusieurs types d'activités.
On a à la fois un gros pôle sur la RSE qui travaille à la fois sur les analyses de matérialité, les stratégies RSE. On a un pôle formation qui est très important parce qu'en fait, on cherche tous les leviers qui permettent d'accompagner la transformation d'une entreprise. Donc, la formation est un levier important. On a aussi un périmètre, une practice dialogue partie prenante. Bien sûr, la RSE, ça s'entame d'abord en considération de ces parties prenantes, et puis un pôle RSE, enfin raison d'être et société à mission, dont je suis responsable depuis 1 an et demi. Et auparavant, en fait, j'ai moi-même fait ma transition, un lien avec les prochains sujets de la table ronde. J'étais dans la communication avant, j'ai fait tout mon parcours en agence internationale de communication avec des gros comptes. Et il y a un moment où je me suis dit que mes valeurs personnelles n'étaient plus du tout en accord avec ce que je faisais professionnellement. Et du coup, j'ai mis bien 2 ans et demi à transiter de là où j'étais vers là où je suis maintenant. Et je suis ravie voilà, de là où je suis. Je suis à ma place avec la bonne mesure d'impact. Super, merci beaucoup. Et peut-être, du coup, pour finir, Louise. Oui, bonsoir à toutes et à tous. On a quand même quelques hommes dans la salle virtuelle, ce qui fait plaisir, parce que c'est vrai que sinon, quand on parle d'impact ou autre, il y a quand même essentiellement des femmes. Donc, moi, je suis Louise de Rochechouart, donc je travaille dans une association qui s'appelle l'AVIS, qui vise amplement, entre guillemets, à développer donc l'économie sociale et solidaire à un niveau national en France. Et donc, en fait, de façon un peu plus concrète et opérationnelle, en fait, on est en quelque sorte un peu le bras armé de l'État et de la Caisse des dépôts et de l'Europe pour justement un petit peu développer toute cette économie alternative sur le territoire national. Et en gros, on a 4 grandes activités. La première qui est en fait toute une fonction un peu centre de ressources, notamment sur l'ESS, pour outiller en fait tous les gens qui veulent créer ou développer leurs projets dans l'ESS, également pour les orienter aussi vers les bons acteurs de l'accompagnement. Une deuxième activité qui est là plus orientée justement vers ces acteurs de l'accompagnement, comment est-ce qu'on peut les faire se professionnaliser, progresser pour qu'ils puissent justement améliorer de plus en plus de projets et qu'ils soient justement un levier de développement de cette économie. Troisième activité où on développe nous-mêmes des programmes d'accompagnement sur des sujets un peu spécifiques. Donc là, par exemple, notamment des sujets émergents. En ce moment, on parle beaucoup d'upcycling, par exemple. Et puis, on a une quatrième action qui est celle de financement en fait, d'initiatives innovantes pour faire monter aussi en compétences au secteur et le professionnaliser. Et donc, pareil, en lien justement avec cette table ronde et à ce que disait Sylvie, moi aussi, du coup, j'ai fait ma transition il y a quelques années, donc je pense qu'on va revenir un petit peu plus tard, mais moi aussi, j'ai commencé dans le conseil, comme pas mal de jeunes diplômés aussi d'HEC. Super, merci beaucoup. Et vous avez en fait toutes les trois lié le prochain sujet, donc c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et en fait, effectivement, avant de mieux comprendre comment vous opérez un changement ou une transition dans votre rôle, que ce soit dans le privé, dans le public, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours et du coup comprendre ce qui vous a mené vers ces métiers respectifs. Louise et Sylvie, vous avez fait un peu le constat, vous disiez un petit peu dans vos introductions, d'un besoin un peu d'un changement dans votre carrière. Bettina aussi, tu as travaillé dans le public avant d'arriver dans le privé. Donc peut-être pour commencer par toi, Bettina, comment en fait ta transition elle s'est faite progressivement? Est-ce que qu'est-ce que tes expériences et compétences elles te permettent de réaliser aujourd'hui? Alors moi, je ne peux pas parler vraiment de transition ou de transformation parce que j'ai au contraire le sentiment que les choses se sont faites de façon assez naturelle et organique, pour reprendre un terme un peu à la mode. Mais effectivement, initialement, je me destinais plutôt à travailler dans le public. Mes premières expériences, c'était dans la fonction publique internationale, disons, la coopération internationale. Et rapidement, je suis arrivée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises sur leurs enjeux RSE. J'ai eu une conversation aujourd'hui où je me disais que en fait, ça coïncidait aussi, ce moment où je suis passée côté conseil et entreprise, à un moment où dans la conversation globale, ce qui est aujourd'hui devenu un truisme, qui est le fait que les entreprises doivent être intégrées dans les discussions générales sur le progrès, sur le bien commun, sur l'utilité publique, etc., a connu une espèce d'accélération. C'est-à-dire que, grosso modo, je date ça à peu près de la COP 21. Mais d'ailleurs, ce sera intéressant de vous entendre là-dessus. Mais pour moi, la COP 21 a un peu marqué un tournant dans le fait que les entreprises soient mises autour de la table, dans le champ diplomatique, disons, à côté des États, parce que ça coïncidait aussi à un moment où il y a des entreprises une montée en puissance d'entreprises qui prenaient de plus en plus de place.
Mais donc, tout ça a participé au fait qu'il y a une espèce de prise de conscience générale du fait que le privé devait être associé à ces discussions. Et leur impact n'était plus du tout une question juste de compliance et disons, de diminution de leurs externalités négatives, mais vraiment un sujet de leadership pour elles. Et pourquoi je vous dis ça? Oui, et donc, voilà, c'était juste la coïncidence du moment où moi je suis passée du public au privé, ce qui aujourd'hui me satisfait totalement parce que par ailleurs, ce changement-là répondait aussi à des aspirations disons, de culture de travail où je me reconnaissais plus, ou en tout cas j'avais plus envie de me relier à des enjeux de business, de performance, et ça m'intéressait de faire le lien entre les enjeux de bien commun et les enjeux de business. Super. Et Louis, Sylvie, si vous voulez réagir un peu par rapport à ça, sur justement cette transition. Je sais que Louis était passé notamment par un programme qui s'appelle On Purpose pour vraiment réeffectuer une réorientation professionnelle. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc oui, comme j'ai mentionné très vite fait tout à l'heure, donc moi j'ai commencé comme beaucoup de jeunes diplômés par travailler dans le conseil parce que je ne savais pas très bien forcément ce que je voulais faire, donc ça permet d'avoir pas mal d'expériences diverses et variées. Donc j'y suis restée quand même 4 ans, hein, ce n'était pas non plus un passage éclair. Mais c'est vrai que depuis un petit peu tout le temps, en fait, je me suis toujours un peu posé la question de comment avoir un travail qui allie à la fois une stimulation intellectuelle, entre guillemets, des compétences que j'ai et aussi des valeurs. Et je ne savais pas trop, en sortant d'HEC, où chercher. À part, pour moi, le social, l'impact, c'était un peu binaire, hein, désolé, mais c'était un peu travers social ou travailler dans le privé. Je n'avais pas du tout cette culture-là, en fait, au sein de mon entourage. Voilà, donc j'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil plutôt bien, enfin, pas de problème. Et puis, je me suis posé de plus en plus de questions et en fait, j'ai découvert via des connaissances anciennes ce programme qui s'appelle du coup programme associé, programme associé qui est porté par l'association On Purpose et qui permet justement cette transition pour des personnes qui travaillent dans le privé et qui veulent justement faire un saut entre guillemets dans l'économie sociale et solidaire. Et en fait, c'est un programme assez confortable, je vous avoue, en tant que participant, puisqu'en fait, c'est un programme qui dure 1 an. Et d'un côté, en fait, on a cette association qui recrute une quinzaine de participants, donc comme moi, et de l'autre côté, qui va aller chercher 15 organisations à impact, donc plutôt structures de l'ESS, qui vont du coup après proposer deux missions de 6 mois à chacun des participants. Donc, ça permet une transition un peu en douceur parce que pendant 1 an, on a en gros 2 CDD de 6 mois dans deux structures différentes. Et on a également un programme de formation tous les vendredis après-midi. Et aussi, ce qui était bien, parce qu'on est parfois un peu paumé aussi quand on fait un peu ce saut, un accompagnement plus, alors pas psychologique, mais plus un peu de coach personnel et d'entraide aussi, puisqu'on a une promo d'une quinzaine. Ce qui permet aussi de se poser un peu les questions, parce que quand on fait une transition pro, c'est pas juste on change de métier, mais en fait, on se pose aussi plus globalement la question de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut trouver. Et ça peut ouvrir un petit peu d'autres questions que je n'ai forcément pas toutes résolues non plus. Alors, ça fait 6 ans que je l'ai fait. Mais voilà, en tout cas, c'est progressif et c'est vrai que ça m'a aidé en tout cas à sauter le pas. Et pour illustrer peut-être, si vous voulez, rapidement, mais du coup, moi, j'ai travaillé 6 mois au sein de l'association Apprentis Tanteuil. Ça m'a permis aussi de voir que je pouvais vraiment mettre mes compétences de conseil et de gestion de projet au service de ces structures. Donc là, je travaillais plutôt auprès de la direction financière pour fluidifier les process terrain. Et après, j'ai travaillé dans une association du groupe SOS sur là, pour le coup, une réorganisation totale d'une asso suite à fusion avec une autre entité. Super, c'est super intéressant parce que c'est vrai que tu parles d'utiliser vraiment tes compétences que tu as acquises, par exemple, dans le conseil pour pouvoir justement mener à bien des missions qui, toi, justement, te parlaient un peu plus. Et Sylvie, du coup, quel est un peu ton... Toi, tu as mentionné au début que tu avais fait une carrière dans la communication. Du coup, comment un peu tu as opéré cette transition un peu plus radicale et moins organique par rapport à ce que tu faisais avec nous? En fait, alors c'est marrant parce que c'est un peu concomitant de la COP21. En fait, moi, j'ai démarré dans la pub, qui est une forme de conseil, parce que ce qui m'attirait, c'était la diversité des sujets. Et comme moi, j'aime bien comprendre l'origine des choses, de plus en plus surmonter sur les enjeux stratégiques, non seulement des marques, mais aussi des entreprises et des entreprises internationales. J'ai eu l'occasion de me déplacer à l'étranger. Et donc, du coup, j'ai acquis ce rôle d'accompagnatrice à la fois d'un réseau d'agences locales et de mes clients au niveau international, plus spécialement dans l'agroalimentaire.
Et voilà, j'ai longtemps considéré, enfin moi je suis rentrée dans la pub, hein, je suis HEC 84, donc ça remonte un petit peu, mais voilà, on ne se posait pas tant les questions voilà, de la finitude du monde. La pub, c'était les paillettes, c'était à la croisée du marketing, de la création, des photographes, des musiciens. Voilà, c'était extrêmement, comment dire, gratifiant et intéressant. Et puis, au fur et à mesure, le métier de la publicité, je dirais, c'est structuré, c'est complexifié, hein, notamment avec l'avènement du digital, du multicanal. Donc, ça devenait de plus en plus complexe. C'était de moins en moins, de plus en plus contrôlé avec des procédures où la créativité avait plus forcément beaucoup de place. Enfin, c'est un grand sujet de fond, hein. Et puis surtout, je pense que le déclencheur, c'était de réaliser que moi, qui étais quand même assez active sur les réseaux sociaux à titre personnel, je ne supportais plus d'être harcelée par la communication, en fait. Et je voyais comment j'étais moi-même le jouet des choses que professionnellement, j'étais payée pour faire. Et je me suis dit, et je pense que c'était ça le début de ma prise de conscience, c'était de me dire, mais en fait, on n'est plus, enfin, quand j'ai démarré dans la pub, en fait, l'idée, c'était assez jouissif de donner à voir la facette positive d'un produit ou d'une marque. Et puis d'un coup, les techniques s'affinant, c'était plus simplement montrer quelque chose qui pouvait être séduisant, ça devenait de la manipulation, en fait, parce que quand on rentre dans le détail du suivi des parcours clients, etc., bon. Et concomitamment à ça, en plus, il y avait le fait que pour la première fois, et c'était en 2008-2009, j'ai pris conscience, hein, je rentrais dans une agence qui s'appelle Young & Wickham du groupe WPP pour m'occuper du portefeuille des eaux et des boissons de Danone. Et c'était le moment où, effectivement, l'eau en bouteille était mise sous le feu des projecteurs sur la pollution liée à l'empreinte plastique. Et comme je n'avais jamais travaillé sur des sujets, je dirais, touchy, du type les cigarettes, et là, c'est la première fois où j'étais confrontée en plus à une interrogation de la société sur le business dont je m'occupais et dont j'étais rémunérée à le faire prospérer, voilà, etc. Donc, ces deux choses cumulées m'ont fait vraiment m'interroger. Et puis, par rapport à ça, il y avait aussi une prise de conscience politique, la déroute du PS, etc. Mais où est le sens? Donc, j'ai rencontré, par Là, on a bien avancé sur ce sujet, j'ai l'impression. Une asso que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Mouvement des Colibris. Donc, par le biais de la gouvernance, enfin, très vite, je me suis retrouvée au sein de la gouvernance, y compris au cercle de pilotage de Colibri. Ce n'est pas gentil. Ah, pardon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon. Ah, c'est génial, c'est mon Siri qui se réveille. C'est le PS, pas les colibris, le PS qui t'écoute. Et effectivement, tout d'un coup, c'était flagrant. Je me suis dit, mais je suis en fait le bras armé de la société de consommation. Donc, c'était une prise de conscience assez tardive, parce qu'au final, il ne faut pas être bien intelligent pour se dire qu'évidemment, la pub, c'est fait pour faire vendre et acheter des produits. Mais c'est vraiment, à un moment, je me suis dit, mais ce n'est plus possible. Donc, j'ai eu l'urgence de réinventer mon métier. En plus, moi, j'étais à l'international, on faisait des gros workshops, voilà, on se travaillait sur le brand purpose. J'ai dit, mais le brand purpose, donc quand on s'interroge sur le purpose, forcément, on démarre sur finalement, moi, ma raison d'être à moi, quel est mon impact dans le monde. Et il y a un moment, j'ai essayé de faire changer de l'intérieur le monde de la publicité. En plus, bon, Colibri, c'était quand même à l'époque tout le hiatus du changement intérieur. Et ben, je n'ai pas réussi. Voilà, WPP, ils n'étaient pas prêts à entendre ce que j'avais à dire. Et donc, voilà, j'ai transité. Et moi qui avais développé toute une méthodologie, ce qu'on appelle la RSM, hein, responsabilité sociale de marque, voilà, j'ai commencé à développer ça autour de la marque. Et puis, voilà, le biais des rencontres, des colloques où je suis allée, des sujets qui ont été développés, m'a permis d'embarquer sur la raison d'être, cette fois-ci, donc, d'entreprise, hein, donc le company purpose. Et c'est là où j'ai compris toute la complexité et tout l'enjeu à embrasser la complexité de l'entreprise si on voulait faire changer l'entreprise et donc le monde. Voilà. Ouais, super, merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai envie de rebondir sur un des points qui est un petit peu commun parce que tu parlais, Bettina, notamment d'un point clé, par exemple la COP21 qui a été, tu parlais de la loi, du mouvement des colibris aussi. Sylvie, en fait, est-ce que, et dans la transformation, on va dire, que vous opérez aujourd'hui, dans vos rôles, on va dire, d'impact, en fait, qui ont un impact, est-ce que vous voyez en fait des leviers qui ont permis, enfin des effets boost, en fait, si je peux me permettre l'expression, qui ont pu, et si oui, lesquels?
Et je ne sais pas qui a envie de commencer, mais c'est vrai tu mentionnais, Sylvie, déjà un peu les leviers qui sont tout simplement liés à la réglementation. Bettina, je pense qu'il y a beaucoup aussi parce que vous êtes un acteur de la santé publique et notamment aussi dans l'ESS. Donc, je pense que est-ce qu'il y a des premières réponses par rapport à ça? Spontanément, la loi Pacte. Pour moi, ça a été Ouais. vraiment un déclencheur, parce que moi, je commençais déjà à embarquer sur les sujets de raison d'être avec justement la volonté d'avoir de l'impact. Et donc, je suivais de près ce qui commençait à émerger du Collège des Bernardins, et puis, bon, à l'époque, le rapport Nota-Sénar. Et je me suis dit, ben voilà, il y a quelque chose qui va émerger là, a fortiori avec la qualité de société à mission, où effectivement, voilà, on donne la possibilité aux entreprises qui le souhaitent de vraiment cristalliser et de s'interroger déjà sur quelle est leur raison d'être, indépendamment de rémunérer leurs actionnaires. Donc, se dire, mais pourquoi on est là en fait? C'est quoi l'utilité d'une entreprise? Et c'est vraiment ça la question qui est au cœur de tout. Et à quel point je suis utile et à qui? Et à quel point cette utilité a une contrepartie positive et partagée, ou au contraire une contrepartie négative et concentrée sur des parties prenantes qui n'ont rien demandé à l'affaire. Donc, pour moi, vraiment, très clairement, le déclencheur, ça a été la loi Pacte et le cadre réglementaire. Tout ça va dans le sens d'un accompagnement peut-être qui pourrait être encore plus énergisant ou énergétique de la transformation d'une entreprise par le réglementaire. Oui, et c'est marrant parce que du coup, Bettina, une question pour toi. Sylvie, elle mentionnait l'idée d'utilité publique pour les entreprises. Doctolib, c'est un acteur de la santé publique tu me parlais de plusieurs, une soixantaine, 65, si je ne me trompe pas, millions d'utilisateurs. Quel devoir d'influence en fait a Doctolib aujourd'hui? Et du coup, tu parlais de B Corp comme un peu ta boussole dans ta stratégie de transformation d'impact social. Comment en fait, quels ont été un peu les effets de levier et qu'est-ce que tu essayes un petit peu de pousser à travers ce rôle? Alors, juste pour reboucler sur ta question précédente, mais Ouais. je vais répondre à celle-là aussi. Effectivement, je suis d'accord, la loi Pacte, ça a été disons, institutionnalisé, porté dans le débat public, ça a été un accélérateur. Mais moi, ce que je note, et je le vis tous les jours, ce qui pour moi a été hyper transformateur, accélérateur, c'est le fait que les questions de responsabilité sociale et environnementale, qui avant pour les entreprises étaient surtout un enjeu d'image, ce qui était déjà un enjeu capital pour elles, mais un enjeu d'image et de réputation et d'influence. Aujourd'hui, en fait, c'est comme si elles se retrouvaient un peu en étau de plusieurs points de pression, toujours très importants sur l'image et la communication, et c'est d'ailleurs pour ça que les directions RSE sont souvent rattachées à la communication et au marketing, mais c'est un enjeu capital pour la finance, avec de plus en plus d'investisseurs qui sont soucieux de critères ESG, etc. Et donc, moi, un de mes alliés chez Doctolib, c'est le CFO, le Chief Financial Officer. Donc, un point de pression qui vient de la finance, un point de pression qui vient de l'interne, avec une demande très, très forte. Enfin, je le mesure, nous, on a régulièrement chez Doctolib des moments où l'ensemble des employés peuvent s'adresser au COMEX à peu près une fois par semaine. Et à chaque fois, on a des questions sur qu'est-ce que vous faites sur l'environnement? Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de nanas au COMEX? Comment ça se fait qu'on ne se bouge pas sur l'Ukraine, etc., etc. Donc, quelque chose de palpable et de récurrent qui vient de l'interne. Et ensuite, un peu lié à l'image parce que c'est de la marque employeur, mais un sujet de recrutement et d'attractivité, disons, de l'entreprise qui est très, très fort. Et sur des secteurs qui sont en tension, comme la tech, où il y a une guerre des talents et il y a certains métiers qu'on doit aller chercher avec les dents, c'est vraiment un critère différenciant qui est hyper important. Donc, disons que la conjonction de l'ensemble de ces choses-là font qu'aujourd'hui, c'est vraiment mis sur la table comme un sujet essentiel. Et j'ai totalement oublié ta deuxième question. Mais en fait, tu réponds un petit peu. Oui, exactement. Tu viens de répondre un petit peu et on reviendra à une autre question. Donc, avant, j'aimerais avoir un peu l'avis aussi de Louise parce qu'on a parlé du privé en fait et des acteurs privés. Toi, tu es dans l'économie sociale et solidaire. Et en fait, du coup, qu'est-ce que tu notes en France au niveau des évolutions? Et oui, voilà, c'est peut-être ma question et la transformation aussi qui est opérée. Oui, alors c'est une vaste question, la transformation qui est opérée. On va t'aider. Bien poser des questions en 2 minutes. Top chrono. Pas de problème. Non, mais c'est intéressant parce que nous, on voit aussi
l'impact de la loi Pacte, entre guillemets, sur l'évolution là aussi de l'ESS. Peut-être juste, nous aussi, côté ESS, en tout cas, une loi un peu fondatrice, c'est la loi Hamon 2014 qui a vraiment aussi permis de structurer vraiment ce que c'était l'économie sociale et solidaire. C'est la première loi qui définit vraiment ce que c'est et qui regroupe du coup initialement plusieurs courants qui étaient un petit peu séparés, entrepreneuriat social, économie sociale, etc. Donc c'est quelque chose qui unifie aussi un peu toutes ces structures et ces associations et qui crée aussi une représentativité à un niveau national. Donc c'est aussi là où ça s'est pas mal développé. Et la loi Pacte, en fait, c'est comment on va plus loin du coup et comment est-ce qu'on intègre, comme le disait Bettina tout à l'heure, des entreprises privées plus classiques, mais qui veulent quand même s'intégrer dans cette dynamique. Donc, c'est intéressant aussi de voir que c'est une progression, en fait, et je pense que ça va continuer. Et après, moi, je pense aussi je suis d'accord avec Bettina sur les suivis, je crois que tu disais aussi sur les facteurs réglementaires. C'est vrai que sur la finance, il n'y a pas de choses qui se passent au niveau de l'Europe, taxonomie verte, il y a une taxonomie sociale qui est en cours aussi, donc qui va aussi un peu contraindre les entreprises à en tout cas investir un peu plus là-dedans. Et puis pour revenir sur ce que Bettina disait, je ne sais pas si c'est une pression interne ou externe, mais clairement, c'est une demande aussi, cette recherche de sens, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, de jeunes ou de moins jeunes, mais en fait, on a envie d'avoir du sens via ce qu'on fait. Et c'est une pression qui, je pense, est mise en interne par les employés, en externe par le recrutement. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit, nous aussi. Clairement, il y a moi, je parle avec plein de monde que je connais de ma vie d'avant ou d'amis qui cherchent du sens aussi, qui cherchent un peu comment aussi y arriver, ou commencer aussi, parce que ce n'est pas des questions simples. Donc, c'est des questions qui se posent de plus en plus. Et puis, on a des chiffres après, des baromètres, où on a des jeunes qui veulent de plus en plus s'engager, travailler ou entreprendre dans l'ESS. Et puis, ce dont on avait peut-être parlé rapidement au téléphone aussi, Charlotte, pour préparer cette table ronde, beaucoup de gens du privé qui aujourd'hui postulent pour travailler dans des structures de l'ESS. Du privé directement à l'ESS, moi j'ai fait un programme de transition, mais c'était il y a 6-7 ans, donc c'était moins courant à l'époque de faire un peu le switch, mais en fait aujourd'hui ça se fait beaucoup plus et sans forcément faire un an de transition et juste en sachant à peu près en gros ce qu'on cherche et ce qu'on peut mettre comme compétences à profit. Ça s'ouvre beaucoup plus en fait côté structure de l'ESS aussi sur ces profils-là. Ouais, c'est vrai que c'est ce dont tu mentionnais au téléphone. Tu parlais aussi, du coup, il y a plus de coopération aussi entre le secteur de l'ESS et avec le privé, c'est ça du coup? Oui, tout à fait. Alors, c'est à la fois une volonté, c'est aussi un peu contraint, je ne vais pas le cacher, parce qu'il y a quand même des baisses de financement public qu'il faut pallier, clairement. Mais c'est vrai que c'est aussi une volonté de la part des deux côtés. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a à la fois les entreprises du privé qui ont envie aussi d'avoir, et sincèrement, ce n'est pas tout de l'impact washing ou autre, mais d'avoir plus d'impact et qui se rendent compte que c'est intéressant du coup plutôt de recréer quelque chose, de mutualiser des forces et capitaliser aussi sur des expertises qui ont été développées, parce que les acteurs de l'ESS, ils ont développé d'autres expertises sur d'autres sujets. Donc, il y a des compétences qui sont bénéfiques aux deux, et donc il y a de plus en plus de coopération qui se forment, et donc ça c'est assez intéressant. Et en fait l'idée c'est, après la difficulté de la coopération, mais c'est comme toute coopération, c'est comment est-ce qu'on arrive l'un et l'autre à s'y retrouver, à retrouver un point au milieu où on a ses valeurs chacun et des apports des deux côtés, quoi. Merci beaucoup. Et en fait, vous avez toutes les trois un peu touché en fait du doigt, j'ai l'impression, à un sujet, parce qu'on a parlé des effets boost et un peu de la transformation qui est accélérée par certains leviers. Mais du coup, Bettina, toi, tu parlais d'une pression en interne, que ce soit par les collaborateurs ou que ce soit même par la finance qui s'intéresse plus à pousser aussi et être à ton premier allié. Moi, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous pourrez parler un petit peu plus en fait, des défis que vous faites face dans vos métiers aujourd'hui, dans l'opérationnalisation en fait, de cette transformation. Parce que Bettina, je me doute qu'avec 65 millions d'utilisateurs, la pression, elle est de plus en plus forte. Donc, on parlait d'interne, mais du coup, la pression des usagers et des utilisateurs de l'application et des différents produits que vous avez. Est-ce que, c'est un défi que tu repères et que tu as dans ton métier de tous les jours? Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels tu penses? Et après aussi, on verra les autres avec Sylvie Louise. Alors, je vais prendre un point de vue très opérationnel, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre, parce que ça devient un peu technique. Mais moi, le vrai sujet que j'ai sur le suivi de mes projets, c'est la question de la mesure d'impact. Et on en parlait à l'instant, c'est lié à la question de la réglementation, mais
En gros, tout le monde sait que ce qui n'est pas compté ne compte pas. Donc, on a un vrai enjeu de rendre visible et mesurable et monitorable tout ce qu'on fait sur la responsabilité sociale et environnementale pour pas que ça soit considéré comme un joli à côté ou un projet aspirationnel mais qui atterrit sur pas grand-chose, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que c'est très compliqué à mettre en place. Parce qu'il y a 150 référentiels. C'est là où ça devient un petit peu technique, mais en gros, il y a à la fois des référentiels ESG, et en fonction des investisseurs, ce n'est pas les mêmes questions, pas les mêmes angles, la lumière n'est pas mise sur le même truc. Les référentiels publics, les index, la taxonomie, etc. Les référentiels de la société civile, genre Bicorp. Et donc, il faut un peu faire sa cuisine en alliant tout ça, en répondant à la fois des demandes obligatoires, et en même temps en mettant des critères qui soient vraiment liés à son business, etc. Donc, non seulement il faut faire sa propre matrice, mais ensuite, il faut être en mesure de les suivre. Étant donné que ce sont des sujets tellement transversaux qui touchent tellement d'acteurs en interne, en fait, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui ont envie de se lancer sur ce sujet dans la salle, mais pour moi, il y a un vrai champ business à développer des outils pour accompagner des gens comme moi qui, en entreprise, cherchent à mesurer, à avoir un peu un tableau de bord de suivi de l'ensemble de ces indicateurs. Ça, c'est un vrai truc qui, pour moi, est essentiel pour faire avancer, à la fois au niveau de l'entreprise et même au niveau individuel, et même pour faire avancer l'ensemble du secteur, parce que si on arrive à développer un langage commun et à mesurer des choses qui sont similaires et comparables, on va beaucoup plus vite, en gros. Et peut-être le deuxième défi que moi je vois, c'est quelque part à vouloir trop faire tout en même temps, et c'est un peu peut-être le défaut d'une scale-up comme Doctolib. Il y a un gros risque de saupoudrage, c'est-à-dire on est tellement emballé sur tous les sujets à vouloir tout faire en même temps, à tout dégainer d'un coup, qu'en termes de gestion de projet, c'est un petit peu plus challenging, en gros. Ok. La mesure d'impact, c'est intéressant parce que Sylvie aussi, non, tu me parlais justement de la difficulté de mesurer la transformation justement pour tes clients. Oui, effectivement. Alors, je dirais, par rapport au point sur les deux challenges principaux, moi, je dirais que j'en vois deux si je me positionne vis-à-vis de mes clients. C'est comment les aider à passer de la théorie à la mise en œuvre et au déploiement. Et c'est vrai que nous, on accompagne, que ce soit sur la révélation de la raison d'être, le statut de société à mission avec les objectifs statutaires, les plans d'action ou bien sûr tout ce qui est strat RSE. Et on s'aperçoit en fait que le point d'achoppement, déjà, c'est la capacité que les entreprises ont à considérer que ce sujet est stratégique, donc que ça vaut le coup d'investir dessus. Et que très souvent, moi en plus, je viens du monde de la com où j'étais habituée à voir des plans de communication avec un coût de millions d'euros voilà, pour des campagnes qui potentiellement seraient obsolètes l'année suivante. Et de voir quelles difficultés ont les personnes en charge de la stratégie RSE dans une entreprise à avoir les moyens, que ce soit financier, mais encore, je veux dire encore pire, mais de façon aussi importante en ressources. Parce qu'une stratégie RSE, ça ne se développe pas comme ça. Il faut que ça irrigue l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Il faut créer des ateliers de formation pour que, voilà. Et c'est vrai que nous, on développe régulièrement des baromètres qui permettent de comprendre à quel point il y a une appétence auprès des collaborateurs des entreprises pour la RSE versus à quel point ils sont informés et conscients de ce que fait leur entreprise. Et il y a un décalage énorme. C'est-à-dire qu'en gros, un collaborateur de base, il n'a qu'une envie, effectivement, Bettina en parlait, c'est de mettre du sens dans son métier, d'identifier quel sens ça peut avoir de se lever tous les matins et comment il peut inculquer ça dans son quotidien. Et à quel point, de l'autre côté, il y a une méconnaissance totale de ce que fait l'entreprise et même des enjeux critiques pour l'entreprise qui le permettraient individuellement d'avoir de l'impact. Donc ça, c'est la première chose. C'est comment faire que les entreprises, voilà, il y a une espèce de prise de conscience. Alors, ça vient aussi des investisseurs, beaucoup. Hein. Et de la même façon, un investisseur, il va juger, tiens, voilà, c'est quoi la strate ESG? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Mais avant que ça s'imbrique dans l'entreprise avec l'idée de, tiens, on va dégainer les ressources nécessaires pour faire que, au-delà du rapport qu'on a pu publier à un moment donné, voilà, on va mettre des choses sur le fond, on va mettre des systématiques en place pour être dans une perspective de progression, il y a quand même un grand pas. Et puis pour moi, l'autre challenge, c'est effectivement, nous, en tant que cabinet de conseil,
comment on arrive à mesurer notre impact? Parce que moi, si j'ai changé de métier, c'est parce que je voulais avoir de l'impact. Si je suis chez des enjeux et des hommes plutôt que chez KPMG, c'est que j'ai besoin de cette conviction intime et pas opportuniste simplement parce qu'il y a un business qui se déplace d'un secteur à un autre, que mon action et l'action du cabinet, il y aura un avant-après. Comment on mesure ça? Comment on mesure ça? Et je pense que je ne sais pas si tous les cabinets se posent cette question, cette problématique, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à identifier que si on n'avait pas été là, ça ne serait pas passé. Et du coup, ça qui s'est passé, quel est l'impact? Et puis, dans le temps, effectivement, l'effet domino. Voilà, donc pour moi, ça serait un peu ça, ces deux obstacles. En tout cas, ces deux enjeux à surmonter. Et Louise, du coup, pour avoir un peu ta vue sur le côté ESS. C'est intéressant parce que l'impact, je trouve que ce sont de tous les débats en ce moment et c'est donc aussi le cas dans l'ESS avec peut-être deux enjeux un qui rejoint un petit peu, enfin c'est un peu lié, mais alors la particularité peut-être juste de l'ESS pour le redire, c'est que du coup c'est des organisations, que ce soit entreprises ou associations, il y a plusieurs statuts qui vraiment cherchent du coup cet impact social ou environnemental avant la lucrativité, donc c'est vraiment ce qui est au cœur de leur modèle. Donc en fait, de toute façon, quand on est une entreprise de l'ESS, je dis entreprise au sens large, quel que soit le statut juridique, cette question justement de l'impact, de quel impact on a et comment on le mesure, ça reste central. C'est souvent déjà demandé par des financeurs, donc globalement, on ne peut pas trop en faire l'économie. Et après aussi, on le voit que c'est vraiment un outil de stratégie en fait, de pilotage de ces projets, parce que si on cherche un impact, enfin, on a besoin de savoir lequel il est et s'il est réel, parce que sinon, c'est que le projet ne fonctionne pas. Donc, globalement, c'est encore vraiment plus stratégique, je pense, que peut-être dans cette entreprise-là en particulier. Et nous, du coup, les enjeux par rapport à ça, on a aussi clairement les mêmes enjeux. Alors, on parle d'évaluation plutôt que de mesure pour être un peu plus global, parce que justement, on ne tous mesure peut-être pas aussi facilement que pour des stratégies RSE, quand on parle de, je sais pas, répondre à la lutte contre l'isolement social ou des choses comme ça, c'est un petit peu plus complexe. Mais en tout cas, il y a cette difficulté quand même de justement pouvoir apporter des données et mesurer un peu quand même l'apport de l'action sur des choses qui ne sont pas toujours très quantifiables ou pas toujours très simples à mesurer. Donc, comment on le fait et comment on arrive aussi de trouver un équilibre dans le dialogue avec justement des financeurs ou des partenaires qui, eux, en ont parfois besoin aussi. Hein. Ce n'est pas pour être méchant, c'est juste parce qu'on a besoin aussi de savoir ce que j'investis, est-ce que je l'investis bien ici ou est-ce qu'il faut que je le mette ailleurs. Donc ça, on a une première gros enjeu quand même là-dessus. Et puis après, l'autre enjeu qu'on a côté ESS, et alors, ça part d'un bon contexte qui est que justement, de plus en plus d'entreprises cherchent à avoir un impact et veulent s'engager là-dedans. Après, du coup, forcément, il y en a qui sont vraiment sincères et qui s'engagent dans la démarche de façon honnête. Et puis, il y en a qui profitent un peu aussi de la tendance et qui surfent dessus. Et donc, là-dessus, nous, on a l'enjeu de comment est-ce qu'on s'assure que tout ne soit pas amalgamé et que les gens puissent, en fait, in fine, les consommateurs, comme les gens qui cherchent un travail, etc., et les bons repères aussi pour bien voir que, oui, là, c'est une entreprise vraiment engagée. Là, pas du tout, mais c'est plus de la com. Et donc, comment est-ce qu'on arrive un peu à lutter contre l'impact washing de façon globale, quoi. Ce qui rejoint la question de la mesure d'impact. En fait, on devrait avoir un outil de mesure de sincérité, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ce serait bien. Ce serait génial, un détecteur de mensonges, peut-être, je sais pas. Tu tiens quelque chose. Mais c'est vrai que par rapport à cette mesure d'impact, et notamment ce que tu évoquais, Bettina, sur comment toi, quel référentiel, parce que rien n'est comparable à rien, en fait. Voilà. Outre le fait qu'il y a plusieurs outils, on ne peut pas comparer un secteur à l'autre, et même à l'intérieur d'une boîte, selon les outils qu'elle utilise, on ne peut pas comparer d'une boîte à l'autre. Donc, effectivement, moi, je m'étais intéressée à ça durant ma transition. Mais comment on peut arriver, parce qu'aujourd'hui, l'outil de mesure de la performance d'une entreprise, c'est la rentabilité, c'est la croissance. Donc, il faut forcément remettre à plat ce qu'on entend par là. Et effectivement, je crois que c'est toi qui disais, ce qui n'est pas mesuré ne compte pas. Comment on mesure, au-delà de l'aspect financier, l'impact d'une entreprise sur les collaborateurs, sur son écosystème. Et c'est vrai que moi, je me suis beaucoup intéressée à la comptabilité en triple capital, parce que d'une certaine façon, la seule manière de distinguer une entreprise vertueuse d'une entreprise qui ne l'est pas, c'est pas simplement, bien sûr que c'est tout sauf juste le chiffre d'affaires et la croissance du chiffre d'affaires, même la profitabilité, si c'est mesuré d'un terme financier. C'est finalement comment cette entreprise gère
OK, son capital économique, mais son capital social et son capital environnemental et quel est l'impact global. Et là, bon, il y a encore du boulot, mais on est dans la bonne direction, mais il faudrait que ça aille plus vite, quoi. Le troisième obstacle, c'est quand même l'urgence, hein. Oui. Donc là, tu me dis quand même, il faudrait requalifier vraiment la croissance et peut-être avant, en fait, parce que l'heure tourne, donc ça serait bien d'avoir, s'il y a des questions d'ailleurs de personnes, du coup, quels sont un peu, à partir de ces enjeux, là tu parlais du toucher du doigt, Sylvie, la requalification de la croissance, quelles futures réalisations en fait vous aimeriez voir, on va dire, d'ici les prochaines 1-2 ans? Si Bettina, par exemple, je sais que tu es en poste depuis assez peu longtemps à Doctolib, mais du coup, selon toi, dans 2 ans, si tu es contente, on va dire, de ce que tu as fait, ça donne quoi? Alors, évident à chaque fois que je non, mais en fait, quand tu as commencé à poser ta question, je pensais plutôt à quel est le chantier, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de voir advenir dans le secteur. Et à cette question-là, c'est vraiment, moi, j'insiste sur l'harmonisation des critères d'évaluation qui, pour moi, est absolument essentielle pour avancer collectivement dans le bon sens. Et moi, en gros, chez Doctolib, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'autonomisation des équipes sur les sujets RSE. L'idée vraiment, mais Sylvie, tu dois connaître ça par cœur si tu fais du conseil sur le sujet. Moi, j'arrive en impulsion, en formatrice, en suivi, en coordination. Mon rêve, c'est que d'ici 2 ans, alors on dit toujours, on voudrait que nos métiers disparaissent, etc. Je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a toujours un besoin de s'actualiser, de toujours piloter, d'avoir un point de vue global sur l'ensemble des sujets. Mais je rêverais que ça roule sans moi, en fait, et que j'ai une équipe hyper solide sur le développement durable, une équipe hyper solide sur la diversité, qui se fixe soi-même ses objectifs, qui se challenge, qui s'informe, etc., sur l'ensemble des sujets. Ça, ce serait le rêve. Et en plus, j'aurais mon petit outil de pilotage et mon détecteur de mensonges pour me permettre de mesurer mon impact. Automatiser et avoir... C'est merveilleux. Super. Et Louise, au sein de l'ESS, du coup, que ce soit mieux reconnu, tu me mentionnais après, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres réalisations que tu souhaites voir? Mais c'est marrant, tu vois, parce que Bettina, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais bien que je ne serve à plus rien dans 2 ans, tu vois, qu'en fait, j'ai plus besoin d'être là. Ouais, non, pour nous, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, que ça soit reconnu, enfin, que ça soit identifié, en fait, comme une façon d'entreprendre et une économie qui peut vraiment répondre à des besoins socio-environnementaux qui ne seront pas forcément adressés par les entreprises classiques. Parce que s'il y a des associations qui y vont, c'est bien parce qu'il n'y a pas forcément de marché pour avoir une super croissance. Donc, que ça soit reconnu et que les complémentarités se fassent, en fait, aussi. Et donc, je ne sais pas, à court terme, tu vois, même si on veut aller dans moins de 2 ans, si déjà il pouvait y avoir un vrai ministère de l'ESS, tu vois, ça serait cool. On a déjà une secrétariat d'État qui est à Bercy, donc au ministère de l'économie, c'est déjà pas mal. Mais si on pouvait vraiment avoir ce lien entre économie conventionnelle, entre guillemets, et ESS, et qu'il y ait plus de complémentarité, je pense que ça serait chouette et que ça soit intégré, en fait, de façon plus générale aussi, ces dimensions de recherche d'impact social et environnemental dans chaque projet d'entreprise, ça serait génial. Super, donc on a un ministère de l'ESS, un détecteur de mensonges pour mesurer les critères. C'est pas mal aujourd'hui. On pourrait peut-être proposer ça. Moi, j'ai un souhait aussi à mettre dans la parce qu'en fait, ce sur quoi on travaille actuellement, c'est la réconciliation entre le rationnel qui devrait amener qui que ce soit en poste de management dans une entreprise à se dire, en constatant l'état du monde et même en entendant ses enfants, en entendant ses employés, à entamer une vraie transition. Et puis, des vieux réflexes quand même très installés, parce que même au niveau de l'ISR, certes, on regarde, voilà, mais on regarde aussi le bénéfice, la croissance. Et je dirais que le vrai nerf de la guerre pour moi, c'est d'arriver à réconcilier, je ne sais pas si c'est cerveau droit et cerveau gauche, mais c'est cerveau professionnel et cerveau humain, c'est d'identifier l'élément central dans le facteur humain qui fait que tout d'un coup, on va arrêter de poursuivre 2 choses qui sont totalement antinomiques et qui ne peuvent pas être réconciliées. On ne peut pas être dans une croissance, on ne peut pas donner, même aux entreprises vertueuses, un objectif qui est centré sur de la croissance, alors que tout le monde est d'accord autour de la table pour se dire qu'on ne peut pas croître de façon infinie dans un monde fini. Donc, à partir du moment où, même au niveau politique, au niveau d'un pays, on dit finalement, la bonne santé d'un pays, c'est la croissance du PIB, mais il faut… Voilà, bon, bref, donc c'est un petit sujet.
C'est pas un petit sujet, hein. C'est vrai que tu Ah, disais que donc, c'est un comment on débat travaille à la transition, inéluctable. voilà, au Ouais, changement humain, ouais. voilà. Non, mais c'est un débat un peu inéluctable, mais indispensable. On a l'impression que ça revient quand même vachement de toute façon. Je vois qu'il est 20h19, donc en tant que modératrice, j'ai le rôle un peu de police pour arriver un peu à cette conclusion. Comme il nous reste 10 minutes avant de prendre des photos, avant de prendre, je vais y arriver. Il est tard. Avant de prendre des questions. Et donc, peut-être une dernière question et en conclusion, parce qu'on a plusieurs personnes à cette table ronde du coup, et on souhaitait un peu partager des conseils sur justement comment arriver et comment peut-être faire évoluer son parcours vers plus des métiers qui sont tournés vers l'impact. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties, que ce soit avec les EcoStars, Jobs That Make Sense, qui montrent vraiment qu'il y a 92% des personnes qui répondent et qui se déclarent être en quête de sens, dont 60% par exemple qui souhaitent contribuer activement à des enjeux de la transition écologique ou sociale. Et il y a la question en fait du frein à la transition professionnelle qui revient souvent. Et ce frein, il est lié d'une première part aux problématiques financières, mais aussi aux besoins d'accompagnement. Et en fait, peut-être que c'est une longue introduction pour ma question, c'est que est-ce que vous auriez tout simplement des conseils pour les étudiants, les personnes qui sont en reconversion, qui souhaitent rejoindre l'entrepreneuriat, les jeunes entreprises, les startups à impact ou les secteurs de l'ESS voilà, aujourd'hui avec nous. Et je ne sais pas qui souhaite commencer. Moi, je veux bien si tu veux. Vas-y, Mais en vas-y. effet, je rebondis sur ce que tu dis, mais je pense que c'est important de ne pas le faire seul, parce que c'est toute reconversion, quelle qu'elle soit, pas forcément vers du sens, pose pas mal de questions. Et donc, tu parlais des accompagnateurs, et je pense que c'est important. Il y a plein de réseaux, j'ai pas tout en tête, mais que ce soit des réseaux juste un peu d'entraide, comme le groupe Avara, d'ailleurs. Régulièrement dans les newsletters HSLUMI. Il y a pour ceux qui veulent entreprendre, il y a tout un réseau d'incubateurs. Si vous voulez entreprendre dans l'ESS, il y a un réseau d'incubateurs de l'ESS. En fait, il y a plein d'acteurs vraiment qui existent, donc il ne faut pas rester seul. Et avant peut-être de passer vraiment à la phase de je trouve mon accompagnateur, ce que je trouve hyper intéressant, il y a deux choses, et après je passe la parole, mais c'est de se poser un peu aussi la question ce que vous cherchez et prendre le temps en fait, de se poser des questions et s'autoriser aussi à le faire peut-être de façon progressive. Là, je pense qu'on a résumé nos parcours chacune en 2 minutes, mais moi, je n'ai pas fait juste Unpurpose et la Vis, j'ai fait 3-4 entreprises entre-temps pour trouver la bonne. Et puis surtout, en fait, d'aller rencontrer ou parler à des gens que vous trouvez intéressants ou sur lesquels vous posez des questions de parcours ou sur l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, soit d'aller à des événements sur les sujets qui vous intéressent, soit les contacter sur LinkedIn. Les gens, généralement, ils vont plutôt favorablement. Et je pense que c'est important pour mieux savoir aussi ce qu'on cherche. Et puis, ces personnes-là vont vous donner des contacts d'autres personnes. Et je trouve que c'est quand même une force qui peut être mobilisable et dense. Super, merci. Donc, comprendre ce que l'on cherche, être accompagné. Bettina, tu as une... Non, j'étais totalement d'accord avec le point de rencontrer des gens au maximum pour sortir un peu de la théorie, parce que c'est des métiers qui changent vite et où l'aspect pratique est hyper important. Et moi, ce que je voulais dire, c'était peut-être être bien à l'écoute de l'ensemble des métiers et enjeux stratégiques qui sont liés à la RSE. Donc, pas se concentrer que sur des directeurs de la RSE, mais bien comprendre pourquoi c'est un enjeu stratégique pour la communication, pour les affaires publiques, pour la finance, pour les RH. Et donc, en fait, pour moi, je trouve que sur des métiers de la RSE, les parcours assez généralistes ou un peu touche à tout, pour moi, sont des atouts, des atouts hyper importants. Donc, bien rester connecté à ces différents métiers-là. Moi, pour rebondir, effectivement, en lien avec ce qu'a dit Louise et Bettina, si j'essaye de creuser mon parcours, en fait, ce qui a été ma force, c'est que j'avais identifié dans ce que je faisais un savoir-faire qui était assez pointu et que je pouvais faire transiter, donc passer du brand purpose, je dirais, de marque globale, amener à rayonner, entre guillemets, auprès de leur communauté, comme on dit dans le milieu de la pub, j'ai pu transposer en fait une partie de mes expertises
au monde de l'entreprise de façon globale et réaliser à quel point, même si je m'enorgueillissais de travailler au niveau mondial avec les sommités, je ne voyais qu'en étant côté communication qu'un petit prisme de l'entreprise et que faire changer une entreprise, ça implique vraiment d'en comprendre la complexité. Et puis, donc effectivement, d'identifier ce qui fait encore battre le cœur dans ce que vous faites actuellement, même si c'est une question d'être encore étudiant, et de dire, là, il y a mon point de cœur. Et puis après, moi, je sais qu'effectivement, pour rebondir sur le réseau, à un moment, comme je prenais de plein fouet et l'urgence et le côté un peu bloqué de partout, non, mais est-ce qu'on va y arriver? Et le fait d'aller au WeShare Festival, au Convergence Forum, à ProDurable, à l'Université d'été de l'économie de demain, c'est des formidables bouffées d'oxygène parce qu'on ne voit pas simplement plein de gens, on ne se fait pas simplement un réseau, mais on voit des choses qui donnent de l'espoir et qui donnent envie de… Voilà, et puis on se dit, ah bah oui, je suis d'accord. Et puis, on voit des affinités qui se créent parce que ce qu'a dit telle personne, ça fait résonner ce qu'on pensait. Et puis, on se dit, tiens, on a des choses à se dire. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Donc, c'est à la fois identifier son point de cœur, son point d'expertise de cœur, je dirais, et puis ses coups de cœur, voilà. Et puis, tisser comme ça. Bon, c'est un peu bricolé, ce que je raconte. Mais c'est comme ça, la transition, c'est faite, en fait. Non, mais c'est très bien. En plus, tu mentionnes plusieurs forums, du coup, Convergence, Université d'été, pour les gens qui nous écoutent, ProDurable, il y a aussi Silence for Talent, il y a Change Now, qui arrive bien sûr en mai. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que vous mentionnez. Est-ce qu'il y aurait 2, 3 ressources que vous conseillerez justement pour les personnes qui nous écoutent de regarder? Ça peut être livres, podcasts, chansons, enfin des choses qui vous aident aussi à vous alimenter sur ces sujets au quotidien. Moi, je veux dire que c'est beaucoup LinkedIn, en fait. Ah ouais. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de se faire un peu une liste d'influenceurs qui nous intéressent et de regarder leurs posts, ce qu'ils relaient, etc. Parce que c'est là où je trouve qu'on a l'information la plus utile. Et même Slack, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Slack, mais il y a beaucoup de communautés qui se créent sur Slack, où encore une fois, on rentre un peu dans le dur et donc le très concret de ce qui marche pas, quels outils, comment, qui. Enfin, pour moi, c'est des ressources vraiment précieuses. Voilà. Et en termes de médias inspirationnels, après, il y a plein de choses qui existent, mais si vous cherchez de l'inspiration ou des choses un peu, plutôt côté ESS, désolé, moi, c'est un peu mon dada, du coup. Il y a Care News, qui est un média spécialisé sur le sujet. Il y a l'association Make Sense, qui fait aussi beaucoup de choses, beaucoup d'événements, qui accompagnent aussi parfois un peu de projets, donc qui peuvent être des ressources, en tout cas, inspirationnelles ou qui relayent pas mal d'événements. Après, nous, on est centre de ressources sur l'ESS, la vie. Si vous voulez aller voir sur notre portail, jeter un œil pour mieux comprendre tout ça, ça fonctionne aussi. Et en fait, je pense à Make Sense aussi parce qu'ils ont fait un podcast, Les Paumés, aussi, il n'y a pas longtemps. Bon, moi, je suis abonnée, donc je ressens un petit peu tout, mais ils communiquent beaucoup ils font pas mal de choses justement pour le grand public et pour expliquer un petit peu les différents enjeux. Moi, du coup, je donnerais des livres qui m'ont marqué à plusieurs titres. Il y en a un qui m'a pas mal marqué, c'est The Blue Economy de Gunther Pauli. Parce qu'en fait, il donne à voir à quel point le changement écosystémique est vertueux. En fait, que le vrai changement passe par l'écosystémique et que le changement écosystémique, c'est un effet domino, un effet boule de neige et dans le vertueux. Et je trouve il donne plein de pistes de réflexion. On se dit, mais pourquoi ce n'est pas déjà fait, voilà. Donc, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, sur une autre façon d'envisager la façon dont le système pourrait évoluer. Et puis, il y en a un autre, je dirais, moi, qui m'a frappé parce que c'est l'histoire d'un parcours et d'une transformation. C'est le livre, donc demain, l'entreprise sera politique ou ne sera pas, de Pascal Desmurger, que j'ai eu la chance d'accompagner avec ma méthode toute fraîche sortie, qu'on a utilisée pour la raison d'être de la Maïf, et de voir à quel point, d'ailleurs, cette raison d'être a été concomitante de son pivotement en termes de posture sur l'entreprise, le rôle de l'entreprise, le rôle du manager de l'entreprise. Et c'est très inspirant parce que je reboucle la boucle. Ce qui m'a fait transiter, c'est aussi une déconvenue sur la scène politique française. Et de me dire, si ce n'est pas par la politique que le monde change, peut-être que ça va changer par l'entreprise. Et voilà, donc Pascal Desmurger fait se rejoindre les deux sujets. Super, merci beaucoup. Et peut-être que je complète un petit peu la liste parce que vous avez parlé assez rapidement aussi
de trouver des profils et d'essayer plus de comprendre ce que les gens aussi faisaient. Donc, il y a un média qui s'appelle Les Pépites Vertes qui permet aussi de comprendre quel type de profil travaille dans l'impact. Mais il y a aussi des plateformes pour trouver des métiers tout simplement qui sont sur ces sujets-là, comme How I Met Your Planet, comme Birdeo. Tu parlais justement, si on répète un peu des forums, enfin des communautés LinkedIn, Bettina. Il y a aussi dans les communautés Slack, il y a Impact at Work ou même Greenly qui organise notamment une communauté autour du CSR. J'espère que peut-être ça peut donner quelques clés et quelques ressources aux personnes qui nous écoutent. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Rapidement, je me posais la question s'il y avait des personnes qui souhaitent réagir dans le public ou qui avaient des questions par rapport à la discussion que l'on a eue. Voilà. Et Marion, serait-il possible bien sûr, on pourra envoyer la liste. Ah bah, Mathilde répond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez directement prendre la parole, en fait. Moi, j'avais peut-être une question pour Bettina, Charlotte. J'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez, Bettina, sur le fait en fait, vraiment d'infuser le réflexe de l'impact auprès des équipes, d'autonomiser. Et ça fait écho, ce matin, on avait un atelier avec Bilab et notamment une personne de chez Welcome to the Jungle qui partageait exactement ça, qui disait que sa plus grande satisfaction, c'était aussi dans des petits détails, dans des choix. Donc, typiquement, là, un séminaire d'entreprise où la personne organisatrice avait fait le choix d'un buffet vegan en se disant, bah, voilà, on fait quelque chose pour 200 personnes. Et du coup, ma question, c'est ce rôle du coup de Chief Impact Lead ou Chief Impact Officer, c'est quoi les leviers pour engager les collaborateurs? Enfin, qu'est-ce que vous mettez en place chez Doctolib et qu'est-ce qui est le plus efficace? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a sensibiliser / former aux questions de responsabilité sociale et environnementale. Donc, il y a un premier volet de sensibilisation pour aller toucher le cœur, justement, dont tu parlais, Sylvie. Et ensuite, ce que moi je note et qui est hyper important, c'est de leur donner un cap. Et c'est pour ça que des labels comme B Corp sont hyper utiles et précieux pour nous. C'est que tout de suite, ils comprennent très bien là où il faut aller et comment on y va. Et à partir du moment où déjà on a posé ça, c'est-à-dire qu'on les a touchés dans le cœur et on leur donne une direction, l'autre étape, c'est de leur permettre de mesurer l'impact. C'est pour ça que c'est tellement important, parce qu'en leur montrant, tu vois, là, on a fait ça, tu as réussi à débloquer ça, et donc, on arrive à recruter tant de femmes, à réduire de tant de CO2. Ça fait que ça crée de l'engagement et ça crée de la durabilité, parce que je vois, moi, je suis au début, mais je sais très bien qu'un des enjeux de ce métier-là, ça va être de lancer des dynamiques durables, parce que là, on est dans le début, l'enthousiasme, l'énergie, les commencements de programmes, etc. Si j'arrive pas à leur montrer que ce qu'ils font a du sens, de l'impact et que ça fait progresser, ça va retomber comme un soufflet, j'en suis sûre. Donc, donner un cap et leur permettre de mesurer le progrès, c'est clé pour moi. Merci beaucoup. Super. Est-ce qu'on prend une autre question? Je vois qu'il est 20h. Moi, j'en ai une dernière, Charlotte, peut-être si 20h32. C'est est-ce qu'il y a peut-être des sujets liés à l'impact aujourd'hui qui ne vous paraissent pas encore suffisamment abordés? Des sujets d'impact qui sont très présents dans les médias, dans les échanges. Est-ce que il y a des choses qui vous animent et que vous auriez envie peut-être de mettre en lumière là avant de clôturer cette très intéressante table ronde? Louise, Sylvie, je vous laisse. Mon idée obsessive de l'impact de la croyance en la croissance financière illimitée. Voilà. S'il y a quelque chose sur lequel j'aimerais pouvoir impacter, et s'il y a quelque chose qui est impactant sur le côté statique du monde aujourd'hui, c'est bien ça. Voilà. Donc, comment tu le fais? Je peux peut-être rebondir une question. Comment tu le ferais du coup je pense qu'il faut, ça revient à l'idée du facteur humain. Je pense qu'il faut que ceux qui sont pour l'instant professionnellement impliqués dans un milieu qui privilégie et ne valorise que la dimension financière, il faut arriver à les reconnecter à l'autre partie de leur corps et de leur personne
qui humainement et rationnellement se dit, et voilà, ça ne peut pas se réconcilier, on va dans le mur. Donc, après, bon, on peut imaginer qu'il y a quelques kamikazes donc, qui n'ont rien à faire ou qui sont très cyniques, qui n'ont rien à faire d'aller dans le mur, mais au moins pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour leurs cousins. Voilà. Et c'est comment, je pense que c'est là le nerf de la guerre. Hein. Bon, voilà. Et c'est pour ça que je suis intégrée aussi Colibri, parce que Colibri, c'est le changement d'abord intérieur. Voilà. J'essaye de changer l'entreprise de l'intérieur, mais avec mes petites mains. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être pour rebondir rapidement, Sylvie, je partage tout à fait. Donc, du coup, je me permets, alors désolée, moi je suis l'ayatollah des intervenantes, mais c'est vrai qu'on participe, moi je pense pas mal de groupes de travail sur la Bercy qui a lancé un groupe de travail sur la finance à impact, sur comment est-ce qu'on fait en sorte que cette dimension, elle devienne un peu plus centrale. Et ça se heurte encore et toujours quand même à ces dimensions-là. Et en fait, on assiste à des dimensions parfois surréalistes de est-ce que la recherche d'impact doit être aussi importante que la recherche économique? Et en fait, on ne veut même pas les mettre à égalité. Dans la définition, on veut qu'elles soient au-dessus quand même l'économique. Et en fait, il y a un moment où elle est nécessaire. Hein. Pareil, l'ESS, on n'est pas non plus des bisounours. On a besoin d'un modèle économique et d'avoir des choses qui tiennent et qui soient pérennes. Hein. Donc, ce n'est pas juste d'avoir des subventions publiques qui nous arrosent et puis on résout des problèmes. Mais du coup, c'est comment est-ce qu'on trouve un équilibre et comment est-ce qu'on arrive à faire dialogue. Et cet équilibre, comment est-ce qu'après, il arrive à faire dialoguer l'ensemble des acteurs? Parce que si on a une frange des entreprises qui cherchent à s'engager et font des choses et une partie qui ne le font pas, on ne va pas s'en sortir non plus. Quoi. Donc, on en parle beaucoup et du coup, ça fait beaucoup de bruit. Donc, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et après, c'est comment est-ce que ça devient vraiment concret et que ça s'intègre complètement. Quoi. On a une dernière question, peut-être avant de clôturer, parce qu'après, il commence à faire tard. Une question de Kevin. Je ne sais pas, Kevin, si tu souhaites prendre la parole d'ailleurs et le dire. Sinon, je peux aussi le dire. Est-ce qu'il y a des métiers qui relient... Ah, il a un souci audio. Est-ce qu'il y a des métiers qui relient art, créativité, musique et impact? Donc, je pense que c'est la question, tu dis ESG, ESS, mais la question, c'est voilà, est-ce qu'il y a des métiers qui relient l'art, créativité et impact? Oui, il y en a toujours. Enfin, on peut toujours arriver à... Après, pardon, j'ai pris la parole. Il faut voir aussi ce que tu entends par impact et recherche d'impact. C'est ça qui est important aussi. Quand je disais aussi de savoir ce qu'on veut, c'est où est-ce que tu mets l'impact. Tu n'es pas non plus obligé de devenir dirigeant d'une association qui fait des choses. Enfin, c'est quel bon niveau aussi on trouve chacun dans son équilibre de vie. C'est aussi hyper important. Et oui, il y en a. Enfin, je ne sais pas, j'imagine, je parle complètement comme ça à chaud, mais il y a des choses, je ne sais pas, d'aide à l'insertion ou à la rééducation, d'accompagnement de personnes handicapées qui doivent mobiliser des techniques créatives ou musicales, par exemple. Il y a tout ce qui est un peu tiers-lieu de redynamisation de territoires ruraux qui travaillent sur la dimension culturelle. Voilà, c'est un peu les quelques exemples que j'ai, mais enfin, je pense que ça se trouve, et puis c'est quel impact aussi tu vas avoir à travers cette activité. Je rebondis sur ce que tu disais, Louise, parce que du temps où j'étais dans la com, j'avais analysé en profondeur toute la spécificité de la musique dans la capacité à véhiculer des émotions, voilà, à réveiller, à ramener à la vie des personnes qui ont un Alzheimer ou qui ont un traumatisme crânien. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, il y a tout cet aspect-là, je pense, à creuser potentiellement sur la musique. Et puis après, voilà, dans l'industrie du luxe actuellement, il y a toute une vraie réflexion, alors bon, il y a peut-être moins de musique encore que sur les défilés, mais toute une réflexion sur comment la mode, voilà, de la mode qui ne soit pas obsolète, est-ce que ça existe? Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comment effectivement recycler des choses ou voilà, faire de l'art avec des choses recyclées. Il y a tout ce qui est upcycling d'un point de vue artistique. Donc, voilà, voilà, partout où il y a de la créativité, il peut y avoir de l'impact, en fait. Hein. Et réciproquement. Et puis, chez notre idée, pardon, il y a aussi tout ce qui est promotion de la culture, accessibilité de la culture, en fait, aussi, à des publics qui peuvent en être éloignés. Voilà, enfin, un peu plus globalement, je sais qu'on a un article sur le sujet sur notre portail, mais c'est comment est-ce qu'on apporte la culture, comment est-ce que, je sais pas, on apporte le théâtre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, à des personnes qui sont isolées, à des personnes qui sont dans l'institution. Enfin, en fait, ça aussi, c'est un impact finalement. Merci à tous. On a beaucoup de retours. Donc, avant de conclure, je vais y arriver aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que voilà, le festival continue demain. Il y a des workshops, il y a des sessions de speed coaching. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer sur les liens qui vous ont été partagés.
Bettina, Louise, Sylvie, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. On a un petit peu dépassé, il est tard, mais merci beaucoup à tout le monde d'avoir pu échanger sur ces sujets. Tout le monde, il y a pas mal de commentaires justement sur aujourd'hui la table ronde, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partent avec le cœur léger, donc ça fait plaisir. Merci. Et on vous enverra du coup un email avec les différentes ressources qui ont été notamment mentionnées. Si ça intéresse justement, si ça vous aide, on va dire, dans votre réflexion sur le sujet. Et merci en tout cas à tous d'avoir été présents, et merci à vous trois, Bettina, Sylvie et Louise, encore une fois, d'avoir participé à la table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Charlotte. À bientôt. À bientôt.